Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, en ce dimanche. Vous le savez, mesdames et messieurs, on est en train, à l'heure où je vous parle, la CENI est en train de publier le calendrier des élections prochaines. Je reçois donc pour examiner l'actualité, pour argumenter l'actualité, les temps forts de cette semaine, un confrère que j'estime énormément, John Lungila. Très heureuse de vous recevoir, John. Merci beaucoup, Madame Paulette, pour l'invitation et sur le choix porté à ma modeste personne. Nous sommes journalistes, nous sommes les historiens du temps présent, donc nous avons aussi droit à la parole et à l'analyse. John, au moment où nous passons cette émission, la CENI est en train de proclamer le calendrier électoral. C'est déjà connu, les élections, c'est décembre 2018. Alors, pour vous, c'est normal, c'est vraiment à froid. Le calcul qu'a fait Nanga, c'est normal qu'en décembre 2018, qu'on puisse avoir les élections, parce que tu le sais très bien qu'il y a une certaine classe politique qui exigeait des élections avant 2017, parce qu'après décembre 2017, on ne sait pas ce qui va se passer. Pour eux, les élections devaient normalement se tenir cette année, mais la CENI vient de le dire, c'est décembre 2018. Votre analyse par Merci beaucoup, Madame Paulette, pour votre question. Il est important de souligner, avant de répondre à cette question, que c'est vrai que nous sommes journalistes et professionnels de médias, mais nous sommes dans la chronique politique et les temps passés en tant que journaliste chroniqueur politique aujourd'hui nous exigent d'aller au-delà du métier du journalisme, d'aller au-delà de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information. Sinon nous serons confondus avec ces nouveaux journalistes qui sortent des écoles de formation de journalisme. Nous sommes appelés, après 5 ans, 10 ans de métier, d'exercice, de penser aussi à l'apport qu'un journaliste, la responsabilité sociétale d'un journaliste pour accompagner le pays, surtout que le contexte politique est assez complexe. Vous m'avez posé une question concernant la publication du calendrier électoral. Je suis content enfin que ces calendriers soient publiés parce que c'était le vœu émis par les uns et les autres. Nous avons assez attendu la concrétisation enfin de cette promesse de Nanga qui en principe devait être déjà publiée au mois d'août, rappelez-vous, comme le président de la CENI l'avait promis. Mais je suis d'abord au regret de constater que la publication des calendriers par la CENI contredit même le président de cette structure d'appui à la démocratie. Comment ça, par rapport aux parce que vous savez, il y a quelques jours, Nanga nous avait dit que les élections, il faudrait, sa convocation, c'est dans 504 jours à dater de la fin de l'enrôlement des électeurs. D'abord, aujourd'hui, de quel électeur? Les électeurs du Kasaï ou de la diaspora? Parce qu'il faut aussi bien préciser. Il a tenu compte à la fois des électeurs pour le Kasaï, mais aussi de la diaspora, parce que c'est une décision, une recommandation qui a été levée lors des assises de la SENCO. Et donc, j'estime que la CENI avait aussi tenu compte de Congolais qui vivent à l'étranger. Mais l'opération d'enrôlement dans le Kasaï n'ayant pas encore terminé, le Congolais de la diaspora n'ayant pas encore été enrôlé, je constate que la CENI enfin décide de nous publier ces calendriers. Comment la CENI a reçu des pressions, John Lungila, de la part de la communauté internationale ou de la communauté nationale? J'ai tenté d'analyser un peu les dates phares de ces calendriers. On vous dit c'est le 23 décembre, dimanche, que la CENI va... C'est pas le 25, c'est le 23. C'est le 23 décembre. Okay. Parce que moi je me disais le 25, comment la Noël on peut aller voter? Le 23 dimanche que la CENI va convoquer. C'est quelle élection pour le 23? C'est comment on dit? C'est à la fois la présidentielle et législative. Donc c'est combiné. L'option a été levée au centre interdiocésain. C'est ce qui est une bonne chose parce que 2018, rappelez-vous, il y a quelques jours, une dame venue des États-Unis, envoyée par son président Donald Trump, est venue nous prêcher sur le plan électoral cette date, défiant tout calcul politique, que ce soit des Nanga 554, que ce soit du RASOP transition sans Kabila, que ce soit du MLC qui a estimé qu'on pouvait écourter les délais
en 200 jours, vous avez compris que la CENI a décidé de s'aligner derrière la volonté des États-Unis. En tant que nationaliste congolais, j'estime que ça ne pouvait pas se passer ainsi parce que ça n'encourage pas tous ces Congolais qui estiment que l'élection constitue une matière de souveraineté de notre pays. En aucun cas, ça pouvait être dicté ou édicté depuis l'étranger. Qu'à cela ne tienne, nous avons mené un plaidoyer, Madame Paulette, en tant que journaliste chroniqueur politique, quand nous avons appris que les élections devaient se tenir dans 504 jours, ça veut dire 504 jours, ça fait combien d'années en fait? C'est pratiquement, nous sommes en 2019. 365 jours, donc nous sommes pratiquement en 2019. Et cette démarche annoncée par Nanga nous avait inquiété assez parce qu'on estimait que ça menaçait l'existence de l'actuel fichier électoral et même la carte d'électeur qu'on a obtenue, ça pouvait pas être utilisé pour de fins électorales parce qu'on n'allait pas voter avec. Nous avons mené ce plaidoyer pour demander à la CENI de poursuivre l'enrôlement pour intégrer les natifs de 2001 et de 2002. Aujourd'hui, quand la CENI nous fixe la date de convocation de toutes les élections combinées le 23 décembre 2018, cela veut dire que la CENI est dans les bons. On va respecter la Constitution. Tous les Congolais à l'âge de voter vont voter. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais le pire qu'on a évité, surtout, je fais allusion ici à l'opposition qui n'est jurée qu'autour d'une transition sans Kabila, n'a pas été, je voulais dire, évité parce que cette transition-là, donc cette date, jusqu'en décembre. Nous allons aller jusqu'en 2019. Attends, oui. On va continuer, John, pour prendre le premier condensé. On va rester toujours dans la CENI. La réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est toujours par rapport à la République démocratique du Congo. Qu'on le veuille ou pas, la République démocratique du Congo est toujours et constitue toujours un enjeu géostratégique très important. Nous sommes, comme dirait une certaine opinion, un éléphant au pied d'argile, mais un éléphant quand même. Et un éléphant à terre reste toujours un éléphant. Donc la République démocratique du Congo compte énormément pour la communauté internationale et la rencontre de l'envoyé spécial avec les représentants de la Grande-Bretagne. Suivant. Les membres du Conseil de sécurité disent être préoccupés de la situation qui prévaut en RDC. Dans un communiqué publié ce mardi, ils réitèrent leur inquiétude face à les situations politiques, sécuritaires et humanitaires actuelles dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'augmentation des abus et des violations de droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le pays. Ils ont souligné la nécessité d'accorder une plus grande attention à la situation humanitaire. Une occasion pour le Conseil de sécurité d'exprimer son inquiétude de voir la RDC une région accrue d'insécurité et d'instabilité. Seule la bonne foi renouvelée des acteurs politiques et une volonté politique de tenir les promesses qu'ils ont faites à leur peuple pour en résoudre le problème, soutient le communiqué. Les membres du Conseil de sécurité ont en outre appelé tous les partis politiques, leurs partisans et les autres acteurs politiques à rester calmes et à s'abstenir de toute forme de violence. Cependant, le Conseil de sécurité menace d'agir contre tous les acteurs congolais dont les actions et déclarations entravent la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre et l'organisation des élections. Parlant justement des élections, les membres du Conseil de sécurité ont appelé les partenaires de la RDC à continuer de soutenir les véritables efforts déployés en vue de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Pour eux, une mise en œuvre efficace, rapide de cet accord est essentielle pour un processus électoral crédible et apaisé. Ils ont aussi appelé à la publication urgente d'un calendrier électoral crédible conforme à l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le communiqué publié par le Conseil de sécurité souligne que le gouvernement de la RDC a la responsabilité première de protéger les civils sur son territoire et surtout la nécessité de respecter pleinement le droit de l'homme et de redoubler d'efforts pour lutter contre l'impunité.
Les envoyés spéciaux se succèdent depuis une semaine à la Commission électorale nationale indépendante. Après Nikki Haley pour les États-Unis, voici Simon Mostard, envoyé spécial de la Grande-Bretagne. Avec la délégation de la CENI conduite par son vice-président, l'émissaire de Theresa May se dit satisfait et impressionné du travail qu'a bas l'équipe de la centrale électorale avant de les encourager et les féliciter pour les avancées significatives dans le cadre de l'enrôlement. Pour sa part, la CENI, par le biais de son vice-président, va rassurer son hôte quant à l'imminence de la publication du calendrier électoral, lequel devra prendre en compte certains préalables. J'étais très impressionné de rencontrer l'équipe de la commission électorale et de voir le travail qu'ils sont en train d'abattre dans ce pays. Nous réitérons l'appui du Royaume-Uni et de tous les partenaires de la communauté internationale au processus électoral en République démocratique du Congo. Nous allons publier les calendriers à la fin de cette semaine, comme nous l'avons promis d'ailleurs il y a de cela 3 jours. Nous leur avons demandé d'appliquer la résolution 2348, mais aussi de parler à leurs partenaires qu'au lieu de financer les ONG, qu'on puisse financer réellement le processus électoral. En attendant, l'envoyé spécial de la Grande-Bretagne compte échanger avec les différents partis signataires de l'accord de la Saint-Sylvestre 2016. Simon Mostard compte les inviter au respect et à la mise en application de l'accord dit de la Cinco. John Lungila, réunion du Conseil de sécurité, est-ce pour vous une énième ingérence encore de cette communauté face aux problèmes que vit la République démocratique du Congo? Je suis tenté de répondre par non, parce que ce n'est pas de l'ingérence. Le Conseil de sécurité fait partie des Nations Unies. Nous sommes membres à part entière des Nations Unies. Et donc, nous pouvons bénéficier de l'accompagnement, de l'assistance intellectuelle, morale, psychologique, politique, financière ou matérielle des Nations Unies. Ça ne peut pas énerver le droit international qui reconnaît, qui exige aux États de respecter l'indépendance et la souveraineté des uns et des autres. Je pense que ceci s'inscrit dans le cadre du souci des Nations Unies de vouloir accompagner la RDC dans ces défis aussi importants sur le plan politique, parce que vous savez que l'alternance aujourd'hui est une nécessité parce qu'il faut organiser les élections et ces élections exigent de la RDC beaucoup de moyens. Il y a des contraintes financières, logistiques et matérielles. Et donc aujourd'hui, si au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ça pouvait préoccuper les États membres, on peut comprendre, on ne peut pas à ces stades parler de l'ingérence. La communauté internationale, en tout cas, a donné presque un ultimatum à la RDC pour aider la RDC. Il fallait la publication du calendrier électoral. Ces choses faites aujourd'hui, ce dimanche. Pour vous, c'est aujourd'hui, la communauté internationale peut maintenant aider financièrement la RDC comme en 2006 ou en 2011. Maintenant, c'est possible, cette aide financière qui était presque un ultimatum. Hein, vous savez, madame, on ne peut pas toujours faire confiance à l'assistance, à la promesse ou à une aide, parce que en 2011 c'était le cas. On a en 2006, le pays, nous avons attendu. En 2006, on pouvait comprendre parce que il faut souligner qu'on a bénéficié de l'accompagnement et de l'assistance de la communauté internationale depuis le Sun City pendant la période 1+4. D'ailleurs, j'ai eu à lire une fois une publication de Nanga qui a fait une comparaison entre la CEI sous Malou Malou et la CENI aujourd'hui. En 2006, on parle de plus de 500 avions qui étaient 100, je crois, mis à la disposition de la CEI pour le déplacement des kits électoraux et de matériel pour le processus électoral. Et le moyen, il y en avait. Vous savez, cette fois-ci, vous voyez, c'est ça le problème. Et moi, je crois que ça ne pouvait pas faire l'objet de préalables ou de conditions avant
de vouloir nous apporter cette assistance. Et moi, je voulais dire, si la CENI a publié ses calendriers pour répondre à une pression de la communauté internationale, je pense que c'est une erreur parce que la publication d'un calendrier est dictée par le moyen mis en place par la CENI. La CENI devrait se rassurer tout d'abord que là, à sa possession le moyen, tout ce qu'il faut pour respecter, faire appliquer ces calendriers. John Ongila, est-ce que la publication de ces calendriers, est-ce que la CENI l'a fait pour baisser la tension? Parce que au jour le jour, la tension devenait vive, parce que décembre, c'est dans un mois. Est-ce que la CENI l'a fait parce qu'il a dit, bon, je le fais pour baisser simplement la tension et qu'on passe à autre chose? Ce qui n'est pas une bonne chose. Vous savez, quand on est responsable, il faut savoir s'assumer. Si vous êtes convaincu que ce que vous êtes en train de faire est pour l'intérêt général, même si vous n'êtes pas compris maintenant, vous pouvez avoir tort trop tôt pour avoir raison plus tard, mais vous devez avoir des capacités avec vous de savoir vous assumer. C'est vrai, quand on a suivi les éléments tout à l'heure, la réunion du Conseil de sécurité, les visites à répétition des envoyés spéciaux chez nous, Niki Haley, après celui de la Grande-Bretagne, on comprend que tout se résume au niveau de la publication du calendrier électoral, ce qui veut dire qu'il y a une pression sur la CENI pour la contraindre à publier ces calendriers. Mais aujourd'hui que ces choses faites, moi je voulais faire une comparaison avec ce que Malo Malo avait fait, le tout dernier calendrier. Rappelez-vous que ce calendrier a été publié avec des contraintes. Aujourd'hui que Nanga nous publie un calendrier sans contraintes, est-ce qu'on peut conclure qu'elle a maintenant de moyens, tous ces inquiétudes, ces préoccupations étalées sur la place publique n'avait pas de moyens, qu'il fallait $1 million? Est-ce qu'on peut conclure aujourd'hui que la CENI désormais a ses moyens et qu'elle peut être en mesure de respecter les calendriers qu'elle a publiés aujourd'hui? Le question mark. Mais si cela est fait pour satisfaire les uns et les autres, moi je crois qu'on va tourner à rond, le problème va persister. Je sais que plusieurs reporters, même, je crois même qu'Élisée Audier là-bas à la CENI est en train de suivre et que déjà demain les réactions des politiques vont tomber, mais nous sommes en direct, donc on n'a pas encore les réactions, mais j'aimerais poser cette question par rapport à ces transitions sans Kabila, parce que il y a une grande frange de l'opposition qui pose cette condition. Nous devons passer à une transition sans Kabila. Donc de 2017, la fin 2017 jusqu'aux élections de décembre 2018, on n'aura pas Kabila à la tête du pays, c'est ça? Non, ça c'est pas ce que prévoit la Constitution, madame. Vous savez que nos textes, la Constitution, le texte fondamental a prévu dans ces articles qui répond à cette préoccupation. Et quand la Constitution estime que le chef de l'État doit rester en fonction jusqu'à ce qu'il y ait les nouveaux présidents élus jusqu'à son installation, moi je crois que cet article autorise à Joseph Kabila de rester au pouvoir. Même quand il y a eu des discussions, des négociations au niveau de la CENCO, cet aspect a été aussi prise en compte, c'est que toutes les parties prenantes se sont convenues que Kabila va rester président de la République, mais les choses vont se jouer au niveau du gouvernement. La primature sera accordée à l'opposition, un gouvernement d'union nationale. Donc, s'il faudrait qu'aujourd'hui l'opposition estime qu'il faut une transition sans Kabila jusqu'à la convocation des élections, cela appelle à une nouvelle négociation parce qu'on ne va pas l'imposer à la majorité présidentielle. Il faudrait que cette thèse puisse passer par un dialogue, par un échange de toute la classe politique, société civile y comprise, pour que cette volonté de l'opposition soit portée par toute la classe politique de manière à ce que ça ne pose aucun problème. Ce qui est difficile parce que l'opposition, quand même qu'elle propose, où elle estime que Kabila ne doit pas préciser ces transitions, elle sait que ça va être difficile, c'est pas impossible, c'est pas possible, parce que même la communauté internationale, que ce soit les États-Unis ou les Nations Unies, ne sont pas d'accord avec une telle démarche sans Kabila. Ça ne va pas résoudre le problème. La solution, c'est dans les processus électoraux et non
dans cette transition sans Kabila, comme le calendrier est dit publié, le calendrier est déjà là. En tout cas, Élisée Odia, vous nous donnerez plus d'amples données, je crois, dès demain. Mais on aimerait bien savoir, comme le calendrier est là, John Ongila, le dauphin pour la majorité présidentielle sera donc connu d'ici là, parce qu'on doit maintenant se préparer pour l'après-Kabila, parce que nous avons lu dans les journaux, beaucoup de noms ont été cités pour ce dauphinat. Alors on attend, est-ce que ce sera maintenant connu officiellement, le dauphin pour la majorité présidentielle? Est-ce que pour l'opposition, il y aura aussi toute l'opposition va se coaliser derrière un candidat, on ne sait pas, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et consorts. Est-ce que pour vous, cette politique fiction peut se jouer dès maintenant, après la publication de ce calendrier? Moi, j'estime que la majorité présidentielle, elle est très sage et prudente sur cette question. Pourquoi? Parce qu'en Europe, c'est pas un problème, l'opposition. Hein, on connaît déjà qui va succéder. Vous savez, l'opposition, dans l'opposition... On connaissait déjà qui allait succéder à François Hollande. Donc c'est pas un secret d'État. Pourquoi ça pose des problèmes à la majorité présidentielle? Dans l'opposition politique, on peut aujourd'hui deviner les potentiels candidats. On peut citer Moïse Katumbi. Vous savez des ennuis que Katumbi a aujourd'hui. On peut citer Vital Kamerhe. Vous savez qu'aujourd'hui, il fait déjà l'objet d'autant de contestations, même au niveau de l'opposition. Dans les médiatiques, selon vous aussi? Ils sont autant qui se sont prononcés à temps sur, pour briguer la majorité suprême. Mais c'était une erreur. C'était une erreur parce qu'ils ont laissé libre échange, ils se sont exposés et l'opinion a eu le temps de le comprendre et de détecter leurs faiblesses. Et ce qui n'est pas une bonne chose. Moi, je crois que le prochain président de la République, c'est comme cette femme qu'on veut épouser. Le mari est connu, il est venu voir la famille et c'est cet invité qu'on présente. C'est cet invité de la soirée, l'homme, la femme, l'être, la personne événementielle qu'on présente à la dernière minute, quand tout le monde est déjà là, quand la mise en place est terminée. C'est elle qu'on vient présenter. Et pour qu'elle soit présentée, il faut des rituels. Il faut beaucoup de choses, il faut beaucoup d'exercices. Voilà, par exemple. Voilà, par exemple. Vous avez vu en Angola, c'est vrai, Dos Santos savait qu'il était déjà en train de partir, mais il a eu le temps de préparer. Il a eu le temps de préparer, il a joué avec le temps. Il a joué avec le temps. Les calculs se font en fonction du temps. Pendant qu'il n'y avait pas encore le calendrier électoral, il ne fallait pas demander à la majorité ou l'obliger à nous dire qui va succéder à Kabila au nom de la majorité. Ça fait partie des stratégies politiques. Et moi, je crois que la majorité a bien réussi son coup de vouloir garder en suspense. C'est lui qui va porter la voix de la majorité à la majorité suprême. Et ça, c'est bien passé parce qu'aujourd'hui, tous les candidats potentiels à l'opposition, je dirais qu'aujourd'hui, ils n'ont plus la même crédibilité, connotation et notoriété pour prétendre encore être président de la République, ce qui n'était pas une bonne chose. Nous poursuivons, nous allons maintenant au parti politique, mesdames et messieurs. Nous prenons le point de presse de l'UDPS qui s'est tenu cette semaine et la sortie, en tout cas je dirais pas médiatique, mais une sortie de Kangoudia après son point de presse. Comme vous le savez, Kangoudia a quitté, le ministre de budget a quitté le gouvernement, non, a quitté l'UNC, pardon, mais il a créé aussi son propre parti politique. Donc plus de détails dans ce condensé, mesdames et messieurs. Appelons ça comme on veut, transition, période intérimaire. Le rassemblement favorable à la tenue des élections en juin 2018, mais la transition doit se faire sans Joseph Kabila Kabange, a déclaré le président du rassemblement ce mardi. Au cours de cette conférence de presse, Félix Tshisekedi Tshilombo a fait la restitution de l'échange que l'opposition politique a eu avec l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley. D'après Félix Tshisekedi, la position du rassemblement est restée inchangée, s'agissant de la tenue des élections au pays. Puisqu'il n'y aura pas d'élection, et puisque cette situation est due au caprice
ou à la volonté d'un seul individu, nous devons écarter cet individu. Et lorsque cet individu sera écarté, vous verrez par exemple que le problème de la CENI sera réglé. Et à partir de ce moment-là, nous allons nous réunir à nouveau, parce qu'aujourd'hui nous n'avons que comme seul cadre celui issu de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous allons nous réunir au consensus de tous, et avec cette personnalité, dans un délai très court, nous allons continuer le processus électoral jusqu'à son terme et élire les nouveaux animateurs des institutions de la République. En outre, le président du Rassemblement a exprimé son indignation quant aux échauffourées dans la ville de Goma ce lundi, ainsi que des arrestations arbitraires. Il appelle les militantes et militants du Rassemblement à la vigilance. Pierre Kangoudia Alemba son fief électoral. La descente du ministre d'État en charge du budget est à la fois un réconfort et une compassion aux familles frappées par la disparition des êtres chers. Le terrain GD était la première étape. Ici, Pierre Kangoudia a rendu ses derniers hommages à celui que tout Mont-Amba considère comme un grand manager sportif. Modogo Likolo Makambo est décédé, Jean-Mathieu. C'est un devoir pour nous d'aller lui rendre hommage. Aussitôt fini au terrain GD, Pierre Kangoudia est allé rejoindre une autre famille éprouvée avec la disparition de Maman Gertrude Nzondomio à la Fikine. J'ai une relation personnelle avec l'un des fils Nzondomio. Je dis bien une relation personnelle. Maintenant, quand la maman décède, je ne pouvais que venir lui rendre hommage parce qu'elle fut quand même l'épouse du président de l'Assemblée nationale, le président Nzondomio. L'effet marquant de cette journée aura été cette mobilisation spontanée de la population du district du Mont-Amba autour de Pierre Kangoudia. Une mobilisation populaire aux allures d'une expression du soutien et fidélité aux natifs de Lemba. À travers de chants et des cris, tous l'ont félicité et salué sa décision sage et républicaine d'épargner le pays d'une crise gouvernementale. Une marque de reconnaissance qui touche Pierre Kangoudia, très surpris par cette mobilisation spontanée. Ils se sont spontanément mobilisés. Moi, je ne pensais même pas que j'allais venir, je n'allais pas trouver le temps pour venir. Mais je suis agréablement surpris par cet accueil, par cette mobilisation autour de notre modeste nom. Lemba était en ébullition. Un samedi, pas comme les autres. Le passage d'un leader porté par sa base qui décide de ne plus laisser inaperçu toute sortie de Pierre Kangoudia. J'ai avec moi un analyste politique. J'aimerais bien que vous me répondiez, John Lungila, à froid, sans sentiment. Est-ce que Félix Tshisekedi représente-t-il l'aile dure de l'opposition politique? Je voulais répondre par la négative parce que Félix Tshisekedi est en train de construire son identité. Tshisekedi est comme... je voulais dire, depuis la disparition de son père, je considère comme une date à laquelle une femme qui porte la grossesse d'un enfant au nom de Félix Tshisekedi qui est en train d'essayer dans le ventre son maman en attendant qu'il soit accouché. Et Tshisekedi, Félix est dans ce processus-là. Il est en train d'essayer de se faire un prénom. De se faire un prénom. Il a déjà un nom, donc il se Mais tout cherche. porte à croire qu'au fil du temps, tous les risques sont permis. Parce que il peut y avoir un avortement forcé. Et les risques demeurent encore. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi incarne un espoir d'une génération qui croit en lui. J'ai vu autour de lui des vieux loups. Le tout dernier qui vient d'intégrer l'équipe, c'est Vital Kamerhe. Et donc Félix Tshisekedi doit
rester... Doit capitaliser ce retour, ce retour de Vital Kamerhe, selon vous? Il doit se méfier ou le capitaliser? Moi, je lui demanderais beaucoup plus de se méfier parce que nous connaissons les faiblesses de tous ces vieilloux qui l'entourent aujourd'hui. Moi, je crois que Félix Tshisekedi, c'est l'espoir pour cette jeunesse qui ne croit pas en Joseph Kabila ou encore Régime Kabila. C'est la démocratie, on ne peut pas les en vouloir pour ça. Doit-il avoir dans son entourage de nouvelles têtes politiques et se méfier de ceux qui ont déjà les mains, permettez l'expression, les mains sales, ou les mains trempées de sang? Il doit définir dès le départ le rôle des uns et des autres. Rappelez-vous de son défunt papa, que je salue en passant, que nous avons honoré. Il n'avait pas les langues de bois s'il faut définir qui doit être son allié, qui ne doit pas l'être. Tu sais qu'il dit. Et s'il fallait appeler à l'unité de tous, cela se faisait au nom d'aucun compromis, parce que tu sais que Félix Etienne ne voulait pas conclure, avoir des compromis avant la victoire. Rappelez-vous, il savait pourquoi. Et donc, il ne faudrait pas que Félix Tshisekedi se trompe. Et accepte tout le monde autour de lui, c'est ça. Estime que tout celui qui vient vers lui est sincère. A des bonnes intentions. Voilà, il doit se méfier, mais en même temps, il doit savoir comment prêcher l'évangile à tous ces vieux qui viennent se requinquer, permettez-moi l'expression, auprès de Félix, parce que nous savons qu'il y a des nouvelles dons qui se pointent à l'horizon. Et donc, j'ai suivi ce qu'il vient de déclarer tout à l'heure, écarter cet individu. L'accord est-il encore de mise, John Nguyen, l'accord du 31 décembre? Bien sûr. C'est encore de mise. Il n'y a aucune partie, toutes les parties signataires de cet accord sont encore dans ces combats de l'application et du respect de cet accord, ce qui est une bonne chose. Et donc, tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de vouloir analyser dans quelles conditions on peut réunir tous les ingrédients qui vont concourir dans le sens de confirmer qu'effectivement cet accord est appliqué. Et donc, aujourd'hui, il faudrait, c'est là où je voulais interpeller la SENCO, parce que c'est elle qui a joué la médiation autour de cet accord, de vouloir rester impartial, de vouloir rappeler sans complaisance aux uns et aux autres l'esprit et la lettre de cet accord. Parce qu'il n'y a pas qu'à la majorité qu'il faut rappeler l'esprit et la lettre, mais aussi à l'opposition. Et parce que quand Félix parle d'une transition sans Kabila, ce n'est pas prévu par l'accord. C'est pas prévu dans l'accord du 31 décembre. Alors on ne peut pas considérer qu'au nom de cette déclaration, Félix... Mais cet accord, John Nguyen, je sais que vous êtes un fin limier, mais cet accord devait prendre fin quand? Normalement, c'était le 31 décembre 2018, normalement, que devait prendre fin cet accord, l'application de cet accord. Parce qu'en décembre 2017, il devait déjà y avoir des élections. Doit-on prolonger cet accord jusqu'en décembre 2018? Obligatoirement, oui, c'est une obligation. Avec, parce que avec les mêmes paramètres, avec les mêmes arrangements particuliers, où on doit encore se mettre autour d'une table. C'est là où se pose le problème, parce que l'accord reste valable. Aujourd'hui, on ne peut pas remplacer l'accord. On peut s'en passer des arrangements particuliers, parce qu'il faudrait revenir encore autour d'une table, parce que l'accord avait fixé les délais au 31 décembre, 2017. Mais avait pensé à un probable report. Ce qui est arrivé aujourd'hui, nous faisons face à cette réalité. Mais parce que les élections, c'est dans 300 et quelques jours, au maximum 400 jours, il faudrait que tout le parti qui était autour des évêques à la SENCO puisse revenir, parce qu'il faut voir maintenant comment on va gérer le pays au cours de cette période. 2017 à décembre 2018. Est-ce que c'est vraiment une année charnière, une année de tous les enjeux, une année vraiment qui fait peur? Parce que il y a une certaine opinion qui pense que Joseph Kabila doit nommer, j'emploie le verbe doit nommer Félix Tshisekedi pour calmer la tension, parce que son père jouait aussi ce rôle-là. À l'époque, on se rappelle, après la CNS, quand on a nommé Étienne Tshisekedi
Tshisekedi, vous avez vu comment, à l'époque, la tension, en tout cas, le pays était devenu un peu plus calme. Est-ce qu'on doit refaire ce même scénario de 2017 à 2018, qu'on laisse à Félix Tshisekedi le temps d'organiser les élections et tout pour que tout le monde se retrouve? Le vrai problème, madame, c'est pas autour de la nomination de Félix Tshisekedi, parce que le nom de Félix Tshisekedi ne contient pas en lui la clé de la solution. Vous en êtes sûr? Parce qu'en Afrique, la personne compte. Hein? La personne compte. En Afrique, on le veuille ou pas. C'est vrai que Félix, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il incarne une grande frange d'une jeunesse, d'une population qui est de l'autre côté. Voilà. Et il peut apporter quelque chose dans le combat pour apaiser un peu les esprits le temps qu'on organise les élections. Parce que la question de l'organisation des élections n'a pas pour réponse nomination de Félix Tshisekedi. Mais cette nomination peut permettre au pays d'éviter d'être épargné de tout désordre, de toute violence, de rassurer ceux qui sont inquiets qu'il n'y aura pas élection, que nous sommes sur le chemin d'organiser les élections et voir dans quel délai on peut y aller. Ça, c'est une solution. Mais la nomination ne va pas résoudre automatiquement le problème. Parce que le problème social du Congolais va demeurer, le problème économique va demeurer, le problème des élections va demeurer, parce que nommé Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, on n'aura pas les élections 2 semaines après. Il faudrait un temps, parce que ça relève de questions techniques. Mais moi, je pense que cela pouvait être mieux si c'est décidé à l'issue d'un consensus. La classe politique doit se retrouver, comme j'ai suivi tantôt. Il faut amender maintenant l'accord de la Saint-Sylvestre pour dégager un nouveau consensus, pour choisir des acteurs qui rassurent, il faut des véritables leaders d'opinion qui auront une influence sur l'opinion populaire. Félix Tshisekedi a raison de dire qu'on calme les esprits. Félix Tshisekedi a raison de demander à ce qu'on puisse changer ceux qui dirigent les institutions actuellement. Il a raison. Mais le changement est limité à un certain niveau, parce qu'au niveau de la présidence, qui, par exemple, au niveau de la présidence de la République, on ne peut pas toucher parce que la Constitution interdit. La Constitution autorise à Joseph Kabila de rester au pouvoir. On peut toucher à qui? Président de Mais tout l'Assemblée dépend, nationale, est-ce que ça sera la solution? S'il faut aujourd'hui penser par exemple, à remplacer ou à changer le Parlement, est-ce que ça va nous aider à avancer? On aura beaucoup plus perdu du temps. Vous avez suivi ces feuilletons, cette aventure de l'UNC demanda à Kangoudia de quitter. Est-ce que ça allait résoudre le problème? Moi, je crois que le problème ici n'est pas dans les remplacements des individus, mais plutôt, si on veut gagner le temps, on doit aller vite et éviter de personnifier ou de personnaliser les débats. Ça nous ferait beaucoup plus avancer et gagner le temps. Cité le nom de Kangoudia. Question directe, est-il traître? Parce qu'on sait que Kangoudia et Vital Kamerhe, c'était des amis. Hein. On a fouillé, on a ressorti des vieilles photos. C'était vraiment des amis très très proches. Est-ce qu'aujourd'hui, comment se sent-il? Parce qu'il y a une certaine opinion qui pense qu'il est traître, qu'il a trahi son ami. Et c'est grâce à l'UNC qu'il a été nommé ministre du budget. Et l'UNC lui demande de quitter ce poste. Il dit non, il fait la rébellion, il crée son propre mouvement. Est-ce vraiment un comportement digne d'un homme politique, d'un homme d'État? Non, vous savez, madame, Kangou Diaye au gouvernement, il est ministre. Grâce à c'est vrai. Grâce à l'UNC. On doit reconnaître que c'est grâce à l'UNC, parce que nous l'avons connu à l'UNC. Il a fallu qu'il soit à l'UNC pour être nommé à ces fonctions-là comme ministre d'État. Ça, c'est une vérité. Mais il faut savoir, madame, quand vous êtes nommé au gouvernement, vous êtes là pour servir le pays. Il ne faudrait pas. Vous ne servez plus le parti, mais vous servez le pays. Vous pouvez servir le parti autrement, hein, à travers des cotisations, autrement, comme je l'ai dit. Hein. Mais quand vous êtes au gouvernement, la priorité, c'est la nation. Vous rendez service à la nation. Et s'il faut prendre des décisions en tant qu'homme d'État, parce que vous êtes au gouvernement, il faut tenir compte des intérêts généraux, si vous me permettez l'expression. Alors, Kangou Dia, son parti se retire du gouvernement et lui demande également de quitter. Pourquoi a-t-il... Mais est-ce que c'était le moment de quitter le gouvernement? Parce que, dans l'histoire, si aujourd'hui, se retirer du gouvernement pouvait poser un problème énorme au pays, c'est pas l'UNC qui sera responsable face à l'histoire. C'est Kangou Dia. Il est face à ses responsabilités.
doit-il se sacrifier, accepter d'être considéré comme un traître, mais sauver le pays, épargner le pays d'une crise gouvernementale grave, parce que plonger le pays dans vous savez, Kangoudia, c'est le ministre du budget. Kangoudia, c'est lui qui a élaboré le projet du budget qui va être défendu bientôt au Parlement. C'est lui. C'est vrai, il peut mourir aujourd'hui comme beaucoup peuvent l'estimer. Mais comment ça va se passer? Mais parce qu'il est en vie. Moi, je pense que Kangoudia devrait tenir compte de cette donne. Parce que s'il quittait le gouvernement, ça allait poser problème. On allait faire face à un blocage. On allait perdre le temps davantage. C'est vrai, ça allait faire les lits de l'UNC et de son président qui, face à l'opinion, allait trouver des arguments pour se dire « je me suis lavé ». Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de faire souffrir ces gouvernements. Ce n'est pas de mettre Kabila en difficulté ou face à un mur. Le problème, c'est de décanter la situation et de gagner le temps. Moi, je pense que Kangoudia, traître ou pas traître, mais c'est une question qu'il faut poser aussi, sens contraire. Parce que nous avons suivi ce que Kangoudia a déclaré. On a eu comme l'impression que c'était un homme déçu, trahi aussi par son ami, qui lui avait dit une chose. Mais après quelques heures, il est allé faire le contraire. C'est aussi une trahison. Et donc, ne parlons pas de trahison. Voyons ce qui est essentiel. Il a sauvé le meuble. Kangoudia a sauvé le meuble. Et je suis allé m'incliner devant la dépouille mortelle hier, samedi, à la Fikine, de notre très chère maman Gétrude Nzondo Mio, la veuve de l'ancien président de l'Assemblée nationale. C'est même votre collègue, Papa Kimpiob, qui était aussi. Et j'ai eu la chance de voir Kangoudia aussi venir à ses deuils avec toute la foule qui l'accompagnait, la mobilisation qui était spontanée de sa base, de Lemba, qui est venu l'accompagner. Nous avons vu les images. Moi, je crois que c'est un nouveau message, un signal fort aussi pour lui, lancé vers Vital ou Kamere ou ceux-là qui estimaient que Kangoudia ne pesait pas politiquement, il était fini. Moi, je crois que c'est un nouveau leadership, un nouvel leader qui vient de naître. Je crois qu'il va porter ses responsabilités et créer son parti politique. Nous allons à l'est de la République démocratique du Congo. Déjà ce dimanche, la ville de Bukavu s'est réveillée. On a vu avec en tout cas des tirs à Bukavu, mais pour cette semaine, eh bien, nous allons parler aussi de la tension à Goma au début de la semaine et la ville morte qui s'en est suivie, le bilan selon la police nationale. Plus de détails dans ce condensé, mesdames et messieurs. Sur l'axe Goma-Saké, les activités tournent au ralenti ce 30 octobre 2017, suite à l'appel du collectif des actions de la société civile à une journée ville morte. Au centre-ville, certains commerces sont restés fermés, banques et autres sociétés de la place. Les bilans des échauffourées a fait état d'au moins 2 policiers et plusieurs habitants blessés. En croire le source, il s'agit des habitants de quartiers Majengo et Katoy qui se sont le plus affrontés aux forces de l'ordre venues en intervention. Une journée qui se présente différemment des autres jours dans la ville de Goma, ce à cause d'un appel lancé par le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement et du collectif de société civile pour exiger à la Commission électorale nationale indépendante de publier les calendriers selon les prescrits de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour l'heure, le calme semble revenir suite à un dispositif de la police déployé dans la ville de Goma, rassurant ainsi la population quant à leur sécurité. Face à cette situation, les manifestants sont appelés à la retenue et au respect de l'ordre public, d'où quelques interpellations de certains manifestants ont été signalées par les autorités provinciales. John Lungi, là on le sait, l'Est de la République est le ventre mou de la RDC, on ne cesse de le dire, nous avons suivi les tensions à Goma au début de la semaine. Et il y a eu une attaque, 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 il y a eu une atta
Les Gomatraciens, je crois que c'est ça, en tout cas, ont répondu massivement à l'appel du RASOP et de quelques mouvements citoyens pour réclamer la publication du calendrier électoral. Ces choses au fait. Donc, selon vous, la tension va maintenant baisser vers ce côté de la République. Madame, vous savez que l'Est de la République va toujours continuer de souffrir de l'insécurité. Cela n'est pas la volonté des Congolais, je suis tenté de le dire, même de ses dirigeants. Vous savez que cette partie de la République est riche en sous-sol. Et les sous-sols de la RDC dans sa partie Est est convoité par... je ne voulais pas parler des Occidentaux, mais je voulais parler des multinationaux. Aujourd'hui, même le président Trump, c'est parmi les Américains qui ont la richesse en termes d'argent. Mais pour être président de la République, il avait besoin de multinationaux pour être accompagné. Ça veut dire que les multinationaux aujourd'hui ont une influence plus que les États. Et ce sont plus des multinationaux qui influencent les climats sécuritaires dans la partie est du pays parce qu'ils ont besoin du coltan, ils ont besoin de l'uranium, ils ont besoin pour la fabrication de téléphones, pour faire marcher, tourner leur économie, leurs affaires, leur business. C'est très important. Et la plupart de ces multinationaux sont installés, pas chez nous, mais chez nos voisins, à la frontière. Et tous nos voisins, dans la partie est du pays, je vois le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et consorts. Alors aussi longtemps que cette question n'a pas encore trouvé des réponses en interne, l'Est souffrira toujours de l'insécurité, madame. Et nous allons continuer de compter ou à compter les nombres de morts. Vous avez parlé de l'Est. Moi, j'aimerais bien, nous sommes des journalistes, nous fouillons à l'Ouest aussi. On a découvert des gaz, en tout cas chiffrés à des millions de dollars. La peur des Congolais aujourd'hui, c'est de se dire, ben, comme ce sont les richesses de la RDC qui provoquent les tueries, les morts à l'Est, comme on découvre encore des richesses vers l'Ouest, est-ce que l'Ouest aussi vivra le même sort? Parce que c'est un pays, la RDC est plus qu'un scandale géologique. Alors comment pouvons-nous gérer ces richesses? Parce que si ces mêmes richesses, John Mungila, est une faiblesse pour nous, alors quoi faire avec? Quoi faire avec toute cette richesse? Parce que la population, c'est la population la plus pauvre du monde, parmi la population la plus pauvre du monde. Mais nous sommes assis sur des barils de pétrole, sur des lingots d'or, sur du cobalt, sur du zinc, sur du manganèse. Alors quoi faire avec toutes ces richesses si nous n'en bénéficions pas? Si nous mourons pour ça? Il faut un leadership fort, madame. Le Congo a besoin d'un leadership assez élevé parce que j'étais à Bukavu l'année passée, à Goma. J'ai même fait la curiosité d'aller jusqu'à Gisenyi et à Kigali pour avoir une idée de ce que représente le Rwanda qu'on nous brandit ici comme un État fort économiquement. C'est vrai, ils ont raison, c'est qui font cette analyse. Mais j'étais en face de moi, j'ai vu des Congolais à Bukavu, à Goma, qui avaient le même esprit que ceux qui vivent à Kinshasa, dans le Bas-Congo, à Goma et à Kikwit ou à Kenge, d'où je venais il y a quelques mois. C'est qui est une bonne chose. Nous avons le même esprit. Ça, c'est bien. Et je dis bravo à Mobutu parce que ça fait partie de son héritage. Mais il est aussi un fait qu'aujourd'hui, la situation, comme je vous l'ai dit, c'est imprévisible en fonction des intérêts des uns et des autres. Je suis parti de Goma à Bukavu par lac Kivu. Mais sous le lac, nous avons une richesse. Le Rwanda l'exploite. L'exploite déjà. Le Rwanda l'exploite pour s'alimenter en énergie électrique. Et les problèmes ne se posent pas. Il n'y a pas de coupures intempestives au Rwanda, il n'y a pas de délestage. Parce qu'ils exploitent cette richesse qui est contenue sous le sol, sous le lac Kivu. Mais qu'est-ce que nous en faisons quoi, madame? Nous sommes distraits. Et je suis passé par la ville de Goma, je suis passé par la ville de Bukavu, des villes touristiques qui peuvent attirer autant en termes d'argent pour alimenter notre budget. Mais on crée des situations compliquées pour éviter à cette ville de profiter de
de cette image touristique qu'elles incarnent. Et moi, je dis, j'ai eu des larmes aux yeux parce que je me suis dit, pour gérer le Congo, madame, pour gérer le Congo, il ne faut pas être un provisionniste, permettez-moi l'expression, si vous me le permettez. Créons mon néologisme, pourquoi pas? Je vois beaucoup exprimer leurs ambitions de briguer la magistrature suprême, ils sont nombreux, mais il ne faudrait pas que ça soit fait parce qu'on veut remplacer un individu. Il ne faudrait pas que ça soit fait parce que l'individu qui était là a, entre guillemets, échoué. Mais la grande question qu'il faut se poser, est-ce que ceux-là qui se prononcent comme candidats président de la République gérer la RDC, sont-ils à la hauteur? Est-ce qu'ils connaissent bien le problème du Congo? Ils viendront à la tête de la RDC pour apporter des solutions ou s'enrichir ou créer des couloirs pour de partenaires ou de gens qui estiment qu'aujourd'hui, au Congo, nous pouvons imposer des individus à la tête du pays, peu importe leur niveau d'études, peu importe leur background. Aujourd'hui, le choix d'un président de la République doit être rationnel. Nous avons appris de nos erreurs en 2006, en 2011. Je crois que cette fois-ci, nous devons opérer un choix judicieux et rationnel pour sauver la RDC, un pays riche, mais qui souffre parce qu'il y a un problème sérieux de leadership. Nous allons prendre vraiment un grand dossier qui nous concerne, c'est journalistes en danger, la publication du rapport de cette année de GED. La journée, en tout cas, les journalistes ont parlé un peu d'eux. Nous avons parlé un peu de notre cas de Congo Web Télévision. Notre chaîne, comme vous le savez, continue toujours à émettre avec beaucoup de difficultés, mais nous vous remercions encore une fois de plus pour votre fidélité parce qu'il y en a qui restent fidèles à Congo Web Télévision et le rapport de GED. Nous y restons. La réaction évidemment du ministre qui est en charge des journalistes. Eh ben, Lambert Mende Omalanga a réagi comme d'habitude parce qu'il est le porte-parole du gouvernement. Eh ben, nous avons maintenant ce gros condensé qui est consacré à journalistes en danger. C'est un rapport intitulé « République démocratique du Congo, la répression se banalise », leur bilan de fin de règne du régime Kabila, publié ce jeudi par Journalistes en danger. Dans ce document, GED présente l'état de la liberté de presse et d'expression en RD Congo et le bilan est loin d'être élogieux. Le pays de Joseph Kabila a connu une hausse des cas d'atteinte à la liberté de la presse en 2017, contrairement à l'année 2016. À travers ce rapport, nous avons voulu donc dénoncer la récurrence des attaques et des violences qui sont portées contre les médias et contre les journalistes ici à Kinshasa et en province, et le fait que ces actes de violence policières, pour la plupart, n'ont jamais fait l'objet d'une enquête et que des personnes responsables de ces violations n'ont jamais été inquiétées. Au cours de cette année 2017, donc, nous en avons documenté au moins 121 cas, dont près de la moitié constituent effectivement des violences physiques et des violences policières. Et à côté de ces violences physiques, nous avons noté aussi qu'il y a de plus en plus d'actes de censure et de mesures administratives qui tendent à limiter l'accès à l'information. La particularité de ce rapport de GED réside dans le fait que désormais, la structure publie également une liste des personnalités considérées comme bourreaux à la liberté de la presse en RDC. Derrière chaque violation, derrière chaque atteinte à la liberté de la presse, vous avez une victime, vous avez un bourreau. Et bien souvent, nous parlons des victimes qui sont les journalistes et qui sont les médias, mais on ne parle pas assez des responsables, des bourreaux et des prédateurs de cette liberté. Et nous pensons qu'à cette occasion, et désormais, nous allons commencer à mettre un nom sur chaque visage de prédateur et exiger que des sanctions appropriées leur soient infligées. D'autant que parmi ces bourreaux, l'on retrouve le ministre des Médias, Lambert Mende, le DG de la SONAS, Carola Guito, et le patron de la RPTC, Oscar Manikunda, pour ne citer que cela. Et GED y connaît le droit plus que moi. Les relations entre GED et ministre des Médias ne sont pas près de s'améliorer de sitôt. Et la publication du rapport annuel sur l'état de la liberté de la presse par GED ne va pas non plus arranger cet état des choses. De ce document, Lambert Mende y voit plutôt un activisme
politique déguisée de la part de journalistes en danger, à commencer par l'intitulé du rapport « République démocratique du Congo, la répression se banalise, lourd bilan de fin de règne du régime Kabila ». L'intitulé d'abord me fait prendre conscience de la politisation et de l'activisme politique des animateurs de GED. On sort du contexte d'un syndicat de journalistes pour entrer dans l'univers d'un activisme politique déguisé comme nous en avons souvent l'expérience ici en République démocratique du Congo. Lombard Mende brandit également la politisation de GED pour dénoncer le fait que son nom ait été cité parmi les bourreaux à la liberté de la presse en RDC à cause notamment du coupure du signal de RFI, mais également restriction des mouvements des correspondants de la presse étrangère. GED a tout faux, il n'a rien compris et peut-être qu'il se rend compte que nous sommes de plus en plus exemplaires dans la région et que devenant exemplaires, ils vont perdre l'espace dans lequel ils pouvaient surfer pour faire croire qu'il faut qu'on leur donne des financements pour combattre un régime qui est bourreau des médias comme ils disent. Nous ne sommes pas des bourreaux de médias, sinon GED n'existerait pas avec des écrits comme ça. Pourtant, il continue à exister. Il y a des pays où avec de tels écrits, GED ne peut pas s'assurer que le lendemain, il ne serait pas cité à comparaître devant un magistrat. Au final, en lieu et place du rapport de GED, Mende préfère se fier à celui publié récemment par Reporters sans frontières qui, selon le ministre des Médias, classe le pays de Joseph Kabila parmi les meilleurs élèves de la région en cette matière de liberté de la presse. Un rapport de 105 pages intitulé « République démocratique du Congo, la répression se banalise » qui dresse l'état de la liberté de presse et d'expression en République démocratique du Congo durant l'année qui s'achève. Comme on peut le lire à la page 10 et 11, ils s'en foutent des journalistes et des médias. Pour Journalistes en danger, qui a publié ce rapport, le bilan 2016-2017 est en hausse de la répression, c'est-à-dire les médias et les journalistes ont été victimes de la répression. Au total, 121 atteintes à la liberté de la presse ont été répertoriées. Congo Web Télévision, elle, a subi la pression économique, l'énumère si bien le rapport. Elle a été scellée et son signal d'émission coupé lundi 27 mars 2017 vers 14 h. La DGRAD, qui exigeait à Congo Web Télévision une somme de 5 000 $ à titre de fisc, n'avait pas trouvé mieux que de couper son signal. Pourtant, c'est connu de tous. Plusieurs télévisions en RDC doivent à la DGRK des sommes plus importantes que celles exigées à Congo Web Télévision, mais jamais, alors jamais, n'ont vu leur signal être coupé. À cela s'ajoute la détérioration du signal de Congo Web Télévision, une situation qui jusque-là reste injustifiée au niveau de l'ARPTC. Pour l'ONG Journalistes en danger, l'année 2017 aura été un calvaire pour le média, Congo Web Télévision y compris. John Lungila, c'est un énième rapport de GED, et vous avez suivi Chivis Tivwadi parlant de ce rapport. Est-ce que pour vous, notre métier est menacé ces derniers temps en République démocratique du Congo? Depuis sa création, vous savez que les journalistes, c'est le plus exposé de tous. De par notre mission de collecter, traiter, diffuser l'information, nous expose à beaucoup de risques. Parce que vous pouvez tomber sur une information sensible dont l'auteur ne voudrait pas que cela soit divulgué, et tout dépend de ses humeurs, de vouloir s'attaquer à vous de la manière dont lui-même voudra décider ou tracer le chemin. Et nous sommes exposés, ça il faut le reconnaître. Accepter d'être journaliste aujourd'hui, c'est accepter de courir tous les risques. Mais il faut noter aussi, madame, et même au niveau de l'université, il existe des théories en sciences de l'information et de la communication qui approuvent que le rapport entre la presse et le gouvernement ou l'exécutif, c'est toujours tendu, ces rapports. Même dans les pays même dans des pays dits de démocratie, aux États-Unis, et vous allez en France, vous allez partout, c'est toujours tendu, ces rapports entre la presse. Le journaliste n'est pas toujours la bienvenue.
Parce que quand il y a un journaliste qui arrive, il vient pourquoi? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a une tendance de vouloir influencer le travail des journalistes, anticiper. Au lieu que le journaliste prenne l'initiative d'aller chercher l'information, faire des investigations, maintenant, les individus s'arrangent, le plus malin, pour être le premier à inviter les journalistes, parce qu'il sait ce qu'il va dire, généralement, et ce qu'il peut pas dire. Mais j'ai suivi le rapport de GED. Je crois que je voulais profiter, madame, de ce plateau, parce que nous nous sommes arrangés pour nous regrouper au sein d'une structure, les collectifs des journalistes chroniqueurs politiques. C'est vraiment pour répondre à cette préoccupation. Il est mieux que nous puissions évoluer ensemble en union qu'en électrons libres. Parce que si on est ensemble, nous savons défendre nos intérêts, nous savons nous protéger et constituer une force, plutôt que si on est seul. Et je salue le travail que GED est en train d'abattre depuis sa création. Le président Tchévis Tshisekedi, qui est toujours disponible et sensible aux problèmes qui touchent la profession et les métiers. Je le salue en passant et je l'encourage à faire ce travail. Mais je voulais profiter parce que nous parlons, cette semaine, on a célébré cette journée consacrée à la dénonciation de l'impunité contre les journalistes. Vous savez qu'il y a aussi des journalistes, oui, pour poser mieux la question, pour vous orienter aussi. Est-ce qu'il y a des journalistes qui en font trop? Parce que ces derniers temps, il y a un concept, peut-être on ne vise personne, mais il y a un concept aujourd'hui qui fait rage, c'est journalistes engagés. Est-ce que vous comprenez cette motivation qui anime cette frange de journalistes qui se disent engagés? Est-ce que cela ne va-t-il pas à l'encontre de notre déontologie? Est-ce qu'un journaliste doit-il prendre parti par rapport à des faits, ou un journaliste doit-il faire d'abord son travail et ensuite, je ne sais pas, son comportement peut-être dans les réseaux sociaux? Donc, vous savez, madame, quel est le comportement du journaliste face aux enjeux de leur l'évolution de la situation impose aussi aux journalistes de vouloir revoir sa position, sa mission traditionnelle. Vous voyez? Donc aujourd'hui, vous allez constater que les journalistes n'est pas seulement celui qui interroge, mais il est des fois aussi associé à un plateau pour réfléchir, pour analyser. C'est un peu le cas avec vous et moi aujourd'hui. Vous êtes parmi le premier journaliste de la RDC qui ont conçu des émissions où les journalistes viennent comme invités pour analyser l'actualité. Web presse. Aujourd'hui, on sent il y en a autant maintenant. Dans toute le chaîne, on a ces catégories des émissions. Mais il faut reconnaître cela, mais les journalistes en conflit avec, je voulais parler seulement de politique, mais avec la société aussi. Mais c'est en même temps aussi le nouveau rôle sociétal d'un journaliste. Parce qu'on n'est pas là seulement, comme je l'ai dit, pour collecter, traiter, diffuser. Le journaliste va maintenant au-delà de la collecte, du traitement et de diffusion. Il peut aussi donner son point de vue, il peut tirer une sonnette d'alarme, il peut alerter la société, il peut proposer des solutions à la société. Il peut réfléchir aussi comme tout le monde. Et donc c'est autorisé. Mais c'est là... n'épargne pas les journalistes au risque d'attaque, de violence. Les limites que ne doit pas faire, par exemple, un journaliste? Est-ce qu'un journaliste peut dire chat, peut appeler un chat par son nom? Est-ce qu'un journaliste doit trouver des formules pour ne pas froisser l'autorité? Un journaliste doit rester comme un sapeur-pompier. Vous savez que nous avons... on nous reconnaît l'existence d'un quatrième pouvoir, côté pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. Quand même que ce n'est pas, l'existence n'est pas formelle, mais on nous reconnaît quand même l'existence en tant que presse comme quatrième pouvoir. Et moi, je pense que le journaliste, si vous me permettez l'expression, doit faire un effort pour rester dans sa peau. Il ne peut pas adopter le vocable ou le vocabulaire d'un politique. Vous savez que dans notre pays aujourd'hui, nous avons de l'autre côté l'opposition, d'un côté l'opposition, de l'autre côté la majorité. Il faut avoir un langage conciliant. Voilà, voir comment
son intervention peut aider le parti en conflit de se mettre ensemble. Nous organisons des émissions de débat. Il n'y a que chez nous, sur nos plateaux, qu'il y a des dialogues sans préalable. Il n'y a que sur nos plateaux où Félix peut venir débattre avec Lambert Mende sans qu'il y ait un préalable. Il n'y a que sur nos plateaux où dans nos journaux télévisés, où Kabila peut parler, Félix peut parler, et Kamere, Kangoudia, Mbikai et consorts. Il n'y a que dans nos espaces, sur nos plateaux, que cela est possible. Ailleurs, il faut des conditions. Vous avez vu ce que les évêques ont pu dépenser en termes de temps et énergie pour mettre le politique ensemble. C'est un avantage pour nous, mais en même temps, ça nous expose aussi, madame. Et ici, je voulais exprimer ma solidarité parce que notre code éthique nous oblige à Eliezer Tamboué, parce que vous savez, aujourd'hui, avec la pénétration de nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'Internet est un outil indispensable pour les journalistes et ses collègues journalistes qui travaille aussi avec, j'ai appris que son compte YouTube serait bloqué, qu'il serait plus en mesure de travailler, de poster ses émissions ou ses interviews. Je suis solidaire et je demande si cela est une volonté de quelques individus que l'on puisse laisser les journalistes comme le cas de Congo Web faire leur travail. S'il y a des dérapages, il y a des structures à porter pour trouver des solutions. Il en est de même pour Daniel Safou qui est frappé par un embargo de 60 jours et Mike Moukebaï qui aujourd'hui fait l'objet des attaques parce que j'ai appris que sa résidence a été visitée par des criminels, ce que nous ne pouvons jamais approuver ni encourager. Vous parlez des cas de Congo Web. Vous savez que Congo Web, ça fait maintenant 2 ans bientôt qu'elle est victime. Elle est victime. Au départ, on pensait que cela a été dit à un problème technique à notre niveau, mais avec le temps, nous avons compris que techniquement, on n'avait aucun problème. Et quand on a voulu dénoncer la situation, vite, on a vu un communiqué de l'ARTPC faisant état de Congo Web sur une liste de fréquences qui devait être remise à Brazzaville. Nous avons prouvé que nous n'étions pas sur cette liste-là. L'ARTPC a reconnu l'erreur matérielle. On nous a laissé continuer de fonctionner, mais avec quel signal, madame? Avant que cela n'arrive, vous savez que Congo Web a été fermé, je crois, pendant 4 ou 6 jours, parce qu'il devait payer ses impôts à la DGI. Pendant qu'il y a d'autres chaînes, je suis solidaire, je ne voulais pas le dire, je suis désolé, qui ont aussi les mêmes problèmes, qui ont des dettes aussi à payer, mais ils n'ont pas, il y a des trucs qui dépassent de très loin, inquiétés. Vous voyez, cela m'a rappelé à l'époque, en France, il y a eu, c'était aussi une forme masquée des violations ou des musellements de la liberté de la presse. Si l'autorité veut museler la presse, il passe par des voies détournées, vous devez payer l'impôt, il y a des taxes pour fermer le chaîne qui, entre guillemets, dérange. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'on puisse gêner le travail de Congo Web. Nous sommes et nous demeurons toujours l'église au milieu du village. Il n'y a aucune raison de vouloir empêcher notre travail. Vous voyez, Madame Paulette, vous êtes choyée aujourd'hui en interne, même par la diaspora. Nous sommes nombreux ici, Barbara Ndimbi, Élisée Odia, John Lungila. Ils sont nombreux, Ambroise Mamba, Bobo Samba, Madingala Mouloumé, le technicien, n'en parlons pas. Mais nous restons toujours ensemble. Cette équipe ne veut pas être séparée. Nous restons ensemble et nous demandons à l'autorité si il y a un problème autour de Congo Web. Moi, je pense que ça n'a pas sa raison d'être. Qu'on laisse Congo Web travailler, c'est la télé républicaine qui accompagne même l'État parce que nous sommes présents aujourd'hui au sein des institutions en tant que journalistes pour accompagner la communication institutionnelle. Une communication très professionnelle. À l'État d'avoir aussi, de faire sa part pour permettre à Congo Web de fonctionner parce qu'il y a beaucoup de pères de famille qui sont engagés au sein de cette entreprise. Nous allons terminer par l'enseignement. C'est un autre secteur clé de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de la publication du rapport de CNDH par rapport au salaire des enseignants, la réunion pédagogique sur les frais scolaires qui, comme vous le savez, fait vraiment donne des AVC aux parents ces derniers temps. Plus de détails.
C'est suite à plusieurs plaintes déposées à la CNDH sur les conditions sociales des enseignants congolais et principalement ceux de la ville de Kinshasa que cette démarche a été initiée. Après vérification des allégations avancées par les syndicalistes à la CNDH, le constat est amer. Des graves violations sont dénombrées. Le non-paiement des salaires et la non-mécanisation des nouvelles unités sont déplorés par Chantal Nebunzu, rapporteur adjoint de la CNDH. Pour ce qui est de Kin-Est, sur 21 941 enseignants, 20 021 sont payés et 1920 non payés. Pour Kin-Ouest, sur 15 346 enseignants, 13 472 sont payés et 1874 non payés. Ce qui revient à dire que 89,69% des enseignants sont payés, tandis que 10% est représenté par le groupe des enseignants non payés. Les violations des droits économiques et sociaux des enseignants sont réelles en RDC. Les institutions de la République sont appelées à s'impliquer pour redorer l'image des professionnels de la CRE. Au gouvernement, la CNDH recommande ce qui suit: de s'atteler activement et le plus rapidement possible à la régularisation de la situation des violations du droit au salaire des enseignants, de clarifier la présence des agents fictifs sur les listes de paye, de payer les non-payés qui prestent, d'identifier, de recenser, de mécaniser toutes les nouvelles unités qui prestent, de mettre en retraite des enseignants inéligibles, de dégager les écarts entre les listings de paie établis par la direction de la paie du ministère du Budget et ceux de Sécopé. Nonobstant ces recommandations, Mwamba Mushikonke, président de la Commission nationale des droits de l'homme, promet de faire le suivi auprès des différentes institutions jusqu'à l'obtention de l'amélioration de la situation salariale des enseignants congolais. Autour de Thérèse Olinga, la Proved, sous-Proved, IPP, tous de la province éducationnelle de la Funa, mais également le préfet et le promoteur de l'école, Madame de Sévigné. La réunion s'est voulue pédagogique et a permis à la ministre provinciale de l'Éducation de mettre un terme au phénomène frais Kimbuta qui n'est pas à dissocier des frais scolaires. L'arrêté du gouverneur fixe les frais et il y a une note signée par Madame la ministre que je suis, détaillant les différentes affectations, suivant par ailleurs les canevas budgétaires qui nous est transmis comme instruction par le gouvernement central. Et donc, au sein de l'école, par rapport au fonctionnement de l'école, on estime qu'il y a d'autres impératifs auxquels il faut répondre et dont les frais fixés par l'arrêté du gouverneur ne permettent pas une prise en charge correcte. C'est comme ça que chaque fois que l'arrêté est pris, il y a une ouverture qui est faite, qui dit « Parents, mettez-vous ensemble, expliquez que le comité de parents, après Assemblée générale, se rapproche du conseil de gestion de l'école pour fixer ces frais qu'on appelle frais d'intervention ponctuels. Aujourd'hui, il y a inversion. Les frais d'intervention ponctuels prennent la dénomination des frais scolaires et l'arrêté du gouverneur donne naissance à une appellation erronée, frais Kimbuta, comme si on retournait l'argent chez Kimbuta. Non. En outre, la ministre en charge de l'éducation dans la ville de Kinshasa a rappelé la nécessité pour les parents de se rapprocher des établissements en cas de difficultés ou retard dans le paiement et aux chefs d'école de ne pas chasser les élèves pour faute de paiement. Aux gestionnaires du secteur éducatif de la ville, Thérèse Olinga les a invités à vulgariser et à communiquer sur les frais scolaires que fixe l'autorité urbaine.
Je ne vais quand même pas trahir un secret d'État, mais je sais que John Lungila sillonne le ministère de l'Éducation, mais nous parlons des frais scolaires qui sont vraiment casse-tête pour les parents. John Lungila, que dit le ministre par rapport à ces frais scolaires? Est-ce qu'il n'y a pas un prix standard pour les écoles ou pour payer? Parce que chaque école aujourd'hui se permet de taxer comme elle veut. Hein. Mais c'est ça aussi le problème. Vous savez que la plus grande difficulté qu'ont le parent au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, c'est qu'ils sont incapables, impuissants face aux décisions des écoles de fixer ce qui doit être le frais scolaire. Deux fois, même si cela passe par les autorités provinciales ou nationales, mais c'est à la grande déception de parents. Et ce qui n'est pas toléré au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Parce que là, les étudiants ont le pouvoir de réagir, de dire nous ne sommes pas d'accord avec le montant fixé pour que nous payions le frais. Vous avez d'ailleurs appris dernièrement à l'ISPT Gombe, c'était non seulement autour de frais à payer, mais du taux. À quel taux on doit payer? On dit aussi qu'à l'IFACI, on a augmenté cette année, donc chaque année, ça sera comme ça. Le problème se pose. Donc, ça suscite des soulèvements au niveau de l'enseignement supérieur, mais au niveau de l'école primaire, le parent, qui est ses parents, et puis ils vont se réunir comment pour faire face à ça. Mais ce qui est sûr, madame, vous savez, dans le secteur éducatif congolais, tout est à refaire. Moi, j'ai la chance de travailler maintenant assez à fond sur notre éducation. Je constate qu'il y a beaucoup de défis à relever et à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de personnel enseignant, il faut rajeunir. Parce le corps professoral, les enseignants qui m'ont enseigné à l'époque, je le rencontre encore aujourd'hui, mais dans des conditions sociales très compliquées, difficiles à expliquer sur ce plateau. Aujourd'hui, la profession d'enseignant n'est plus envié comme c'était le cas à l'époque, parce qu'on estime que l'enseignant est réduit à rien du tout, et les instituts qui hier avaient la mission de former les corps enseignants, aujourd'hui c'est devenu des universités, se sont détournés de leur objectif. Comme Lupin, donc il y a des réformes qui s'imposent dans les secteurs éducatifs congolais, mais il faudrait aussi que l'on soit prêt à accepter ces réformes, parce que beaucoup qui ont voulu imposer des réformes ont fait face à beaucoup de problèmes, parce qu'ils ont soit combattu, soit ils ont été diabolisés, et les réformes n'ont pas abouti. Vous voyez? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, il est de la responsabilité d'abord du chef de l'État de donner l'impulsion, et ensuite qui sera accompagné, suivi de près par le Premier ministre, de manière à ce qu'au niveau de la base, les instructions données à partir de la hiérarchie soient respectées. Mais au cas contraire, il y aura des initiatives isolées, des individus qui voudront bien faire, mais ils feront face à des réseaux aussi forts et efficaces qui existent, qui sont difficiles à être déboulonnés. Et nous allons tourner en rond année après année scolaire ou année académique. Je ne vais pas terminer cette émission sur une question personnelle. John Lungila, est-ce que vous avez des ambitions politiques? Parce que le journalisme et la politique, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ambition politique pour 2018 ans? Parce que les élections, c'est en 2018 ans. Patrice Emery Lumumba est passé aussi par le journalisme. Mobutu aussi est passé par le journalisme. Kassavubu aussi est passé par le journalisme. Je sais que Joseph Kabila est passé par l'armée. Moi, je crois qu'on ne peut pas interdire aujourd'hui à John Lungila, si le destin le voulait ainsi, que je puisse être politique. Mais j'ai toujours souhaité évoluer. S'il faut être acteur politique au sein du Parlement, je préfère être député que ministre. Je serai à l'aise de travailler, d'apporter une pierre à l'édifice pour mon pays en tant que député national et de servir mon pays comme un élu que ministre, parce que là, il y a à boire et à manger. Merci John Lungila d'être passé à la barre. John Lungila présente l'émission Table Ronde à Congo Web Télévision chaque jeudi à 20h30. 20h30 21h pile. 21h pile. Si vous me permettez, je voulais féliciter le couple Moutala, parce que ce n'est pas tous les jours que les journalistes se marient. Et pour une fois, nous avons un couple de journalistes, Israël Moutala et sa femme, Gloria, qui est à Télé 50. Je le félicite. C'est une preuve que le journaliste est une personne comme toute autre personne.
il ne faudrait pas que l'on puisse nous confondre à une catégorie de personnes qui ont choisi la profession, entre guillemets, de la prostitution. Un journaliste, c'est une dame, c'est une grande dame, un grand monsieur qu'il faut respecter. Il a ses valeurs morales et chrétiennes. Et je crois que si, au niveau de la profession, nous avons autant de couples de journalistes, ça va décourager ces tendances de vouloir réduire le journaliste à un moins qui rien. Merci donc à toi, John Lungila, d'être passé à la barre. Je félicite aussi, comme vous l'avez dit, Israël Moutala et Gloria, sa femme. Et je profite aussi pour féliciter lui-même, John Lungila, qui s'est fiancé à Magui Ngala Mouloumé. Donc, comme il a dit, mettons des couples journalistiques. Et moi, je préfère ces couples-là parce qu'on se comprend mieux. Chacun dans son secteur sait ce que fait l'autre. Et je crois que en combinant nos forces, nos intelligences, nous faire encore mieux des journalistes et pourquoi pas des bébés journalistes. Nous attendons donc la suite. Merci donc à toute l'équipe rédactionnelle, à Guilou Koki à la prise de vue, à Jack Mpiana à la régie finale, et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Donc bon début de semaine à tous les membres de la structure Presse pour le Progrès et à dimanche.